Dans son compte-rendu du salon de 1872, Barbey d'Aurevilly commente ensuite un grand tableau de Gustave Doré qui est accroché en face de l'Hérodiade de Lévis. Ce tableau a malheureusement disparu, mais en voici le dessin préparatoire. Gustave Doré, qui a alors 40 ans, est très connu pour ses innombrables illustrations des fables de La Fontaine, des contes de Perrault, de Don Quichotte, de l'Enfer de Dante et de la Bible. Mais il cherche également à être reconnu comme peintre. Donc il envoie au salon un grand tableau qui illustre le célèbre drame rapporté par saint Matthieu au début de son évangile, le massacre, sur l'ordre d'Hérode, de tous les enfants de moins de 2 ans qui vivaient dans la région de Bethléem pour éviter l'avènement du roi des Juifs que lui annonçaient les devins. Ce massacre des innocents a déjà inspiré d'innombrables chefs-d'œuvre, mais Barbey considère que Gustave Doré, contrairement à Henri Lévy, sort battu à plate couture de son combat contre les maîtres du passé, et le commentaire qu'il fait de son tableau est un véritable assassinat. Je cite : « Je dirais à Gustave Doré, comme un homme à un homme, votre tableau est détestable de dessin, de couleur et de tout. Est d'autant plus mauvais que, dans le choix du sujet, comme M. Henri Lévy dans son Hérodiade, mais bien moins inventeur que lui, vous avez cru pouvoir lutter avec des maîtres qui vous ont écrasé. On regarde votre tableau à la lumière des leurs et vous êtes perdu. Vous disparaissez. Poussin vous tue. Cogné, si loin de Poussin cependant, vous retue. Et vous êtes massacré sans être innocent. » Barbey ne résiste pas à un bon jeu de mots. Il compare le tableau de Lévy à un tableau de Léon Cogniet qui avait obtenu un grand succès en 1824. On y voyait une mère affolée qui se cachait derrière un mur à l'arrivée des soldats d'Hérode en tentant d'étouffer de sa main les pleurs de son petit garçon. Barbey fait également référence au célèbre massacre des innocents de Nicolas Poussin, tableau qui lui est centré sur le geste d'une mère qui tente désespérément d'empêcher un soldat de tuer son bébé, mais en vain. Barbey trouve que par rapport à ses deux prédécesseurs, Gustave Doré en fait trop. Il y a dans son tableau trop d'agitation, des poses et des mouvements exagérés, des couleurs trop vives. Sur ce dessin, nous ne voyons pas la couleur, mais nous voyons que le contraste de l'ombre et de la lumière est très fort, très appuyé. Ce tableau paraît artificiel et faux à Barbey d'Aurevilly, il ne le touche pas, contrairement à celui de Poussin. Il dit « Et de fait, quelle évocation plus foudroyante et plus funeste pouvait être pour vous qui avez fait du massacre des innocents un tableau tempestueux, déclamatoire, hurlant de couleurs et même d'attitude, que l'incomparable simplicité tragique et grandiose du Poussin. Seulement, vous ne méritez pas de mourir sous un si grand homme. Ne prononçons pas, à propos de votre tableau, ce nom immortel. » En fait, Barbey d'Aurevilly compare implicitement le tableau de Gustave Doré à un mélodrame de mauvais goût et il lui préfère de loin le tableau de Poussin qui lui semble une scène de tragédie peinte. Il le trouve sublime. Ou bien il lui préfère la scène de drame romantique de Cogniet qu'il trouve très émouvante. En effet, au premier plan de son tableau, Gustave Doré a repris le motif de la mère qui tente de protéger son bébé. Mais Barbey lui reproche de l'avoir représenté de dos et d'avoir ainsi rendu impossible toute émotion. Je cite : « Mais, malgré les prétentions et le mélodrame de ce tableau, votre mère, vue de dos, était l'expression du sentiment maternel. Et comme si on devait regarder par là les mères pour juger de la force de leurs sentiments, votre mère principale, qui veut reprendre son fils au soldat et sur laquelle il fallait attirer l'attention, dans ce tableau turbulent de choses renversées, n'est-elle pas vaincue par la mère de Cogniet, accroupie, toute seule, derrière son bout de mur, mais pas fichée par la force de l'impression pour qui l'a vue une fois dans toutes les mémoires. » Pour Barbey, donc, le seul mérite du tableau de Doré est de rallumer le souvenir du tableau de Cogniet qui, lui, est inoubliable. Je continue. Cette mère hagarde,
solitaire, au bout de sa fuite et de son mur, qui cache l'enfant dans son giron et qui n'a que de la terreur, une terreur immense, dans son grand œil noir épouvanté, effaré, profond et oblique, ce regard qui écoute si on vient, et que vous, l'eût-on oublié depuis 10 ans, vous rallumeriez dans notre âme avec votre tableau tapageur pour nous faire glorifier la simplicité du génie quand le talent se mêle d'en avoir. En somme, Barbey reproche à Gustave Doré d'avoir privilégié la complexité au détriment de la simplicité qui touche et l'action au détriment de l'émotion. Et c'est un peu vrai, Gustave Doré n'a pas représenté la terreur d'une mère, mais un mouvement de foule furieux. Il a apporté à son tableau un dynamisme intense en le composant à partir d'une diagonale qui fuit vers l'arrière-plan et en y représentant une série de combats individuels qui se succèdent du premier plan à l'arrière-plan. Doré se souvient des compositions de Delacroix. Au premier plan, à gauche, en pleine lumière, on voit un berceau renversé, puis un soldat qui tente de tuer un bébé de son épée, tandis que deux autres retiennent sa mère qui s'élance pour le protéger. On voit ensuite un corps à corps entre une femme qui serre son bébé contre elle et un homme qui tente de le lui arracher. Et par terre, le grand frère s'agrippe à sa maman. Puis, dans l'ombre, une troisième femme qui est plaquée contre le mur, tente de protéger son enfant du soldat qui veut le tuer de son épée. Puis, à droite, une quatrième mère s'est agenouillée devant les soldats et leur présente son enfant qui tend lui-même les bras dans un geste de supplication. Les deux soldats le regardent et semblent hésiter. Enfin, à l'arrière-plan, dans un mouvement de foule, un soldat brandit en l'air un bébé. En montrant ainsi les différentes étapes du massacre, Gustave Doré réalise en quelque sorte un travelling arrière et au moyen d'un éclairage très intense, il met en valeur le suspense. Les mères vont-elles réussir à sauver leurs enfants ? Mais au premier plan, dans l'ombre, cette mère qui est tombée à terre en enlaçant son bébé laisse présager que ce drame va avoir une issue fatale. En somme, Gustave Doré annonce la technique du cinéma. C'est ce que Barbey d'Aurevilly n'aime pas. Gustave Doré a réalisé ce dessin avant la guerre de 1870, mais lorsque le tableau final est exposé en 1872, il est perçu par plusieurs critiques et sans doute par de nombreux visiteurs du salon comme une métaphore évidente du massacre des jeunes Français par les soldats prussiens. Cependant, Barbey d'Aurevilly n'en dit rien, sans doute parce qu'il préfère fermer les yeux sur l'actualité trop tragique. Au salon de 1872, un second tableau que l'on a également perdu, fait référence à la guerre de 1870. C'est le portrait de Thiers, le président de la République. Il a été réalisé par l'une des premières femmes qui était autorisée à étudier la peinture à l'école des Beaux-Arts, Nelly Jacquemart. La voici 8 ans plus tard. Ce portrait, qui est placé à l'entrée du salon, remporte un très grand succès parce que Thiers est alors considéré comme un héros. Il a réussi à mettre fin au siège de Paris en réunissant les 4 milliards de francs que réclamaient les Allemands au moyen d'un grand emprunt public. Mais enfin, Thiers est aussi celui qui a écrasé la Commune de Paris dans un bain de sang. Alors Barbey d'Aurevilly fait déferler sur ce portrait un flot de violence conservatrice et misogyne. Mademoiselle Jacquemart appuie d'un exemple de plus mon opinion déjà exprimée sur l'impuissance virile de toutes les femmes qui font les hommes dans les arts. Elle a fait ce qu'elle a pu, après tout, la pauvre diablesse, finissait par dire Madame de Staël d'une actrice qu'elle avait vantée avec flamme, sans pouvoir faire partager sa flamme à personne. Barbey d'Aurevilly a volé cette pique misogyne à Baudelaire. Il la développe en suggérant que Nelly Jacquemart a voulu transposer dans son tableau ses recettes de cuisine. Je cite: « Je suis bien persuadée que mademoiselle Jacquemart a fait aussi tout ce qu'elle a pu.
mais elle n'est sortie ni du sec, ni du commun, ni du laborieusement médiocre, et malheureusement c'est ressemblant, quoique M. Thiers de Mine soit mieux que cela. Il n'est ni si ratatiné, ni si poire tapé, ni si compote. Les besoins esthétiques de mademoiselle Jacquemart, qui lui firent un jour choisir la tête de M. Duruy pour donner une idée de la transcendance de son idéal à elle, ces besoins esthétiques sont-ils satisfaits? Cela est fort probable, mais les miens, à moi, demandent toujours « Et quoi ?» Un M. Thiers complet, tel qu'il est, si je le disais. En tout cas, les attaques de Barbey d'Aurevilly n'entame pas le moins du monde la carrière de Nelly Jacquemart, puisque cette même année 1872, elle réalise le portrait d'un riche héritier, Édouard André, qu'elle épousera en 1880 et avec lequel elle rassemblera une magnifique collection de tableaux et d'objets d'art qui attestent de ses goûts esthétiques extrêmement raffinés et donc qu'elle exposera dans un hôtel particulier très agréable qui est aujourd'hui le musée Jacquemart-André. Barbey d'Aurevilly n'évoque pas non plus la guerre à propos d'un autre tableau qui y fait pourtant allusion et qu'il admire infiniment, La femme d'Oustaritz de Léon Bonnat. Ce tableau est malheureusement aujourd'hui perdu. Aux yeux de Barbey, ce portrait de vieille dame basque en costume de deuil est le plus grand chef-d'œuvre du salon de 1872. Le peintre Léon Bonnat fait partie du jury du salon. C'est un artiste reconnu qui peint de nombreux portraits mondains. Mais ici, comme il est originaire de Bayonne, il a fait le portrait d'une femme de son pays et même d'une femme du peuple, anonyme et modeste. Devant ce tableau, Barbey d'Aurevilly est dithyrambique. Je cite: Ah mon Dieu, que c'est beau tout cela, et que tout cela est abordé avec la placidité toute puissante des grands robustes. Tenez, il faut que je remonte dans mes souvenirs jusqu'au portrait de la mère de Rembrandt pour trouver une chose plus grande que ceci, mais que ceci de loin rappelle. Le plus grand honneur du talent que de vous rappeler le génie. Barbey compare alors la femme d'Oustaritz de Bonnat à un portrait que l'on attribuait en 1872 à Rembrandt, mais que l'on attribue aujourd'hui à l'un de ses élèves, Jacob Baker. Par conséquent, ce portrait ne peut plus être celui de la mère de Rembrandt, c'est celui d'une dame anonyme. Barbey d'Aurevilly l'a admiré en mai 1865 à l'occasion de l'exposition qui a précédé la vente aux enchères de la collection du duc de Morny, qui était le demi-frère de Napoléon III. Il croit reconnaître dans ce portrait les signes de la piété filiale qui aurait guidé le peintre pour transformer sa mère, qui était une femme du peuple, en une grande dame. Et il imagine aussi que le peintre a su évoquer un certain tremblement lié à son grand âge. Je cite: La mère de Rembrandt, l'avez-vous vue au musée Morny où elle était? L'avez-vous vue, cette mère hollandaise, cette femme d'un misérable brasseur de bière à qui son admirable fils, en lui conservant son grand type populaire, avait donné, ô adorable magie du talent, l'air majestueux d'une mère d'amiral, de la mère de Ruyter par exemple. Je ne crois pas que parmi les portraits célèbres et immortels, un pareil portrait ait été jamais surpassé. Eh bien, la femme d'Oustaritz est la descendante de cette mère de Rembrandt. Elle n'en a pas, il est vrai, l'air majestueux et cette tête qui, physiquement, tremble quand vous la regardez quelque temps, car elle devait trembler de son vivant, et le magicien qu'elle eut pour fils n'a pas oublié ce tremblement dans le portrait de sa mère, et il l'y a mis par un miracle de génie et de main. Barbey d'Aurevilly fait ensuite une magnifique description du tableau de Bonnat, qui est un éloge du grand âge. À ses yeux, la vieillesse possède des beautés supérieures, des beautés de nature spirituelle, et pour lui, la vieille dame d'Oustaritz est avant tout le portrait d'une grande âme. L'attitude de cette veuve révèle sa foi, et son visage et ses mains ridées
révèle sa longue vie de travail et de souffrance. Barbey voit en elle un équivalent des statues espagnoles de la Vierge des Sept Douleurs qui portent leur cœur transpercé de flèches. Et enfin, selon lui, l'austérité de la composition accentue sa beauté spirituelle. Je cite, mais immobile, elle, la femme d'Oustaritz, moins étonnante que la mère de Rembrandt, mais aussi profonde, est là, superbe de vieillesse, car rien n'est si beau que la vieillesse quand le cœur, l'immortalité du cœur y reluit. Elle ne vous regarde pas comme la mère de Rembrandt, elle baisse les yeux et elle prie. Un chapelet roule dans ses mains, aussi ridée que sa face, et noueuse, qui disent si elle a travaillé, cette noble et simple femme, cette héroïque, certainement, de la vie privée et populaire. Elle est en noir, dans son costume basque de veuve, magnifique de distribution, bien autrement beau que les vêtements noirs de la mère de Rembrandt. Les plis de son vêtement, droits et rigides comme ceux du froc des moines, ont une austérité monacale qui frappe d'autant plus que, sous ces plis, il doit y avoir un cœur de femme qui a souffert, qui, comme la mère des douleurs, adorée presque plus que Dieu dans les Pays basques, a 14 épées, 7 de plus que 7 dans le sein. Elle n'a plus de dents, sa bouche rentre, elle est chenue de vieillesse. Qu'est-ce que cela me fait? N'a-t-elle pas d'expression, une vie immortelle? Et le peintre, j'allais dire le poète, et j'aurais bien dit, ne l'a-t-elle pas admirablement exprimée? Ne l'a-t-il pas admirablement exprimée? N'est-ce pas face à face avec une grande âme qu'il nous met? Et ce que nous voyons, c'est que dans ce salon où prédomine le rouge et les couleurs vives, c'est ce que Barbey veut dire lorsqu'il évoque ensuite les rubriques de pinceau, eh bien, Barbey d'Aurevilly accorde sa préférence à ce tableau qui est dépouillé, austère, rigoureux et surtout qui est constitué presque uniquement de noir et de blanc, même dans le tableau original. Et à ses yeux, cette sobriété de couleur est la seule qui soit capable de traduire la pensée profonde et la vie intérieure. Je cite, « Nulle surprise ici, nature sincère, nulle rubrique de pinceau. Il n'y a que du noir et du blanc, et la couleur des impuissants de pensée, de cœur et de dessin en est foncée. Oui, du noir et du blanc, et c'est tout, avec un peu de jaune pour faire le buis crevassé de ce visage idéal, de ce visage où vous trouvez, si vous savez voir, la mysticité intérieure et le positivisme humain, car tout cela y est, dans la plus intuitive énergie. Derrière elle, pas de ciel, pas d'horizon, un mur moins rigide qu'elle, d'un fauve grisâtre. C'est superbe de dédain pour les effets vulgaires et de virilité. Ah, il ne faut pas louer à demi quand on a cette rare bonne fortune de louer. Monsieur Bonnat a fait, selon moi, je l'ai dit déjà, la plus belle œuvre du salon. Ainsi, à l'encontre de l'opinion commune, Barbey d'Aurevilly présente ce portrait de vieille dame au visage de buis crevassé comme un portrait idéal, au sens romantique du terme, c'est-à-dire comme un portrait qui est celui d'une âme, comme un portrait qui donne à voir, comme il le dit, une âme héroïque de la vie populaire et domestique. Bien que Barbey ne souhaite pas parler de la guerre au sujet de ce tableau, ce portrait de vieille dame est émouvant parce qu'il symbolise la douleur résignée des mères des soldats qui ont été tués au front. Léon Bonnat a participé à la guerre de 1870 et il a vu mourir de nombreux camarades et pleurer de nombreuses femmes. En peignant cette femme de son pays en costume de veuve, il a composé une allégorie des malheurs du peuple français face au désastre de la guerre. Si vous entendez parler de ce portrait, surtout, n'hésitez pas à me prévenir.